Zulflaouen, bonjour tout le monde, Mahba Issoun, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezolan, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles, un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezolan, c'est le pluriel du mot azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et partis pris. 2 fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors aujourd'hui, pour l'épisode 4 de ce podcast Ezolan, et également parce qu'il y a quelques jours a eu lieu de la Journée internationale des droits des femmes. Bon, même si une journée ne suffit pas, mais ça c'est un autre débat, je souhaitais mettre en avant 2 femmes ayant marqué l'histoire amazigh et kabyle. Une très connue, très présente dans la mémoire collective kabyle, et l'autre un peu moins et pourtant plus contemporaine. La première, c'est évidemment Lalla Kahina, qui n'est pas kabyle, mais amazigh des Aurès, ce qu'on appelle aujourd'hui Chaouia. En réalité, son nom est Dehiya, qui signifie la belle gazelle en langue amazigh. On ignore sa date de naissance, et en fait, c'était une reine et une chef de guerre qui a combattu l'invasion arabo-musulmane de la dynastie des Omeyyades. On connaît très peu de choses sur sa vie, il y a beaucoup de légendes et de suppositions à son sujet. Lorsque la conquête arabo-musulmane du Maghreb est entamée, la gestion politique et administrative du Maghreb oriental, qui s'appelle Ifriqiya et qui est l'actuelle Tunisie, une partie de l'Est algérien et le nord-ouest de la Libye, est assurée par Kousseïla. Donc Kousseïla, ce chef amazigh, prend la tête de la résistance et parvient à repousser les troupes arabes entre 680 et 688. À la mort de Kousseïla, Dehiya, qui est issu de la tribu numide des Djewara, prend la tête de la résistance. Au-delà d'une chef de guerre, c'est une politicienne rusée qui parvient à rallier différentes tribus amazigh pour mener la résistance et parvient à repousser l'armée des Omeyyades aux alentours de l'année 698 face au général Hassan lors de la bataille célèbre de Wednini ou bataille des chameaux. Pourquoi elle est célèbre ? En fait, en plus des cavaliers à dos de chevaux et de chameaux, se cachaient d'autres soldats de différentes tribus amazigh qui tiraient une pluie de flèches sur les troupes arabes. Alors elle parvient à les repousser et à les expulser de l'Ifriqiya, mais elle anticipe le retour des troupes arabes plus fortes et elle mène en ce sens une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elle met le feu aux villes et aux villages, ainsi qu'aux forteresses et aux terres privées, et ce afin de retarder les représailles des armées arabes et les empêcher de jouir des richesses de ces terres. Alors cette politique, elle ne fait pas l'unanimité parmi la population amazigh sédentaire, la terre étant leur moyen de subsistance, et en fait cette population du coup elle se retrouve à errer dans des terres rendues inhospitalières par les différentes batailles. Cette politique en fin de compte elle aura l'effet inverse, car loin de décourager les troupes arabes, elle marquera le début de la chute de Dehiya, parce qu'en fait certaines tribus finiront par se rallier au général Hassan, et la légende veut même que son fils adoptif fit défection ou fut capturé, et finira par dévoiler les secrets militaires à ses ennemis. Donc en 703, le général Hassan il repart à la conquête de l'Ifriqiya avec les renforts du calife Abdelmalik. Il commence par reprendre Gaffa, Gabès et Nefzewa dans l'actuelle Tunisie. Dehiya affronte les troupes omeyyades une dernière fois à Tabarka, où elle et ses troupes finissent par être défaites. Elle parvient à s'enfuir, mais elle finit par être tuée dans les montagnes des Aurès. Certains disent qu'elle est morte au combat, quand d'autres affirment qu'elle s'est suicidée en avalant un poison afin d'échapper à l'humiliation. On estime la date de sa mort entre 703 et 705 et selon les récits, sa tête aurait été ramenée auprès du calife Abdelmalik pour bien prouver sa mort. Donc beaucoup de légendes entourent la vie de Dehiya qui est maintenant plus connue donc sous le nom de Kahina. Donc ce nom, il vient de l'arabe El-Kahina qui signifie la prophétesse, celle qui devine. Ce nom en fait, il a été donné par les troupes arabo-musulmanes en raison du don supposé de Kahina pour prévoir l'avenir. Et il y avait toute spéculation comme ça sur qui elle était, notamment aussi sur sa confession. Donc certains la disaient chrétienne, quand d'autres la disaient juif. On parlait aussi, il y avait beaucoup de spéculations aussi sur sa vie et sa famille. Elle aurait eu 2 fils qui se seraient rendus au général Hassan et se seraient convertis à l'islam sur conseil de leur mère qui sentait la fin arriver. Donc les différentes légendes qui entourent la vie de Kahina, elles sont essentiellement dues au fait qu'elle n'a vécu qu'à travers les recherches et travaux des historiens arabes, notamment de Ibn Khaldoun, à qui on doit le mythe de Kahina comme sorcière juive. Kahina, elle était un peu tombée dans l'oubli de l'histoire, et en fait, son histoire, la figure d'une femme combattante pour la liberté de son peuple, a été remise en avant lors de l'invasion coloniale française
par le pouvoir colonial qui a instrumentalisé son combat et son image en sa faveur. Donc l'image de Dehia qui a combattu l'invasion arabe, etc. et tout. Et du coup, le pouvoir colonial français a repris cette image-là, cet imaginaire-là à son compte. Donc la vie de Kahina, son combat, sa place de femme aussi et de chef de guerre et de nation dans une société patriarcale au 7e siècle, les légendes autour de sa vie ont donné lieu à des reprises et des instrumentalisations de toutes parts. Et c'est ce que souligne d'ailleurs la professeure à l'université de Boston, Cynthia Baker, qui a écrit un article en ce sens, qui s'appelle « The Kahina, the Female Face of Berber History ». Ça va devenir un podcast trilingue. Elle dit, je cite, depuis le 9e siècle, les récits de Kahina ont été adoptés, transformés et réécrits par divers groupes sociaux et politiques, afin de faire avancer des causes aussi diverses que le nationalisme arabe, les droits ethniques berbères, le sionisme et le féminisme. Tout au long de l'histoire, arabes, berbères, musulmans, juifs et écrivains coloniaux français, de l'historien médiéval Ibn Khaldoun à l'écrivain algérien moderne Kateb Yassine, ont réécrit la légende de Kahina et ce faisant ont exprimé leur propre vision de l'histoire de l'Afrique du Nord. Fin de citation. Donc ainsi, la vie de Kahina, elle fait l'objet de beaucoup de fantasmes, d'interprétations et de réécritures avec des visées à chaque fois bien différentes. Néanmoins, la figure de la Kahina, de Lalla Kahina, est très présente dans l'imaginaire amazigh, notamment en Tunisie, mais aussi bien évidemment essentiellement en Algérie, dans la région des Aurès, mais aussi en Kabylie, où son combat contre l'invasion arabe afin de préserver son identité amazigh est très important dans l'histoire collective. Et je pense que tous les Kabyles connaissent autour d'eux une Kahina ou une Dehia. Quand j'ai pensé cet épisode, et à cette idée d'une figure en fait qui transcende les Kabyles et fédère d'autres peuples amazirs. Donc il est évident que c'est l'image de la Kahina qui m'est apparue en premier. Le fait que ce soit une femme dans une société fortement patriarcale où les fonctions militaires et politiques étaient exclusivement réservées aux hommes, surtout au 7e siècle, était en soi une révolution. Mais si je parle de la Lalla Kahina dans son combat pour préserver l'identité amazigh, je ne peux pas ne pas parler d'une autre figure moins connue certes, et pourtant plus contemporaine, qui est Lalla Fatma Soumer. D'ailleurs, petit aparté, parce que je les appelle Lalla toutes les deux. Au Maghreb, donc, on désigne Lalla, une femme qui est sainte et respectée. À la base, le mot Lalla est un mot amazigh et qui désigne la maîtresse de maison. C'est vraiment une formule en fait de respect et d'estime. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, Lalla Fatma Soumer, c'est une femme kabyle qui, comme Lalla Kahina, a pris les armes pour résister à l'invasion coloniale française pour sa part et a su s'imposer comme chef militaire dans un monde masculin. Elle est née en 1830, année du début de l'invasion coloniale française, dans le village de Ouerja, au cœur du Djurdjura. Son vrai nom est Fatma Sid Ahmed Oumziane. Elle est descendante d'une lignée de religieux lettrés, les Zayd Sidi Ahmed. Alors petite, elle réussit l'exploit d'étudier dans la Zawiya, donc l'école religieuse de son père, qui était alors exclusivement réservée aux garçons. Et en fait, c'est au cours de ses études, de ce parcours-là, qu'elle développera son don d'éloquence, mais aussi ses connaissances religieuses qui lui permettront plus tard de s'imposer comme chef politique et spirituel. À la mort de son père, elle est mariée par un de ses frères à un de ses cousins, mais elle refuse de se soumettre à ce mariage forcé, elle s'enfuit et retrouve un autre de ses frères, Sidi Tahar, dans le village de Soumer, donc qui deviendra son village d'adoption ainsi que son nom de légende, entre guillemets. Donc avec son frère, au sein de ce village, elle rallie le mouvement de résistance de Chérif Boubarla, qui est un proche de l'émir Abdelkader, face à la progression donc française dans les montagnes kabyles. Il a noté d'ailleurs qu'elle avait reçu l'aval de sa tribu, réunie en Tajmath, pour s'engager dans la résistance et porter les armes, ce qui pour une femme à l'époque était tout à fait exceptionnel. Donc il faut savoir que si l'Algérie est considérée comme française depuis 1848, en tout cas dans la Constitution française, le pouvoir colonial n'occupe totalement en réalité que seules quelques régions comme l'Algérois, l'Oranais ou le Constantinois. Le pouvoir colonial, au début, en fait, il délaisse les régions montagneuses kabyles parce que ça ne représente pas vraiment d'intérêt stratégique. Et ce temps-là, du coup, il permet à la résistance kabyle de s'organiser et de remporter même quelques batailles. En 1854, Boubarla meurt et c'est Lalla Fatma Soumer qui prend la tête de la résistance. Elle démontre en fait des qualités stratégiques et militaires exceptionnelles et remporte une bataille qui restera dans les mémoires, celle de Tazerouq en 1854. Donc, durant plusieurs mois, à la tête d'une armée composée de soldats équipés uniquement de sabres et de poignards, elle profite en fait de sa connaissance des reliefs montagneux kabyles pour infliger des défaites aux troupes françaises du commandant Charles Wolfe, plus nombreuses et mieux équipées, qui sont contraintes de battre en retraite. Et pour eux, se faire battre par une femme, c'était quand même très humiliant. Donc, à partir de 1857, le pouvoir colonial français, il décide définitivement en fait d'écraser la résistance kabyle et envoie 35 000 soldats. Et donc Lalla Fatma, malgré ses connaissances militaires et géographiques, elle dispose quand même d'une armée bien moins nombreuse et moins équipée et moins formée. Elle sera capturée en 1857 lors des combats et sa capture marque vraiment la fin de la résistance kabyle.
Donc Lala Fatma elle décédera 6 ans plus tard dans les geôles françaises, probablement en raison de ses conditions de détention déplorables. Elle avait 33 ans. Contrairement à Lala Kahina, la vie de Lala Fatma Soumer, elle n'est pas empreinte de légende. Sa vie, elle est vraiment documentée, et notamment par des militaires français et écrivains français qui étaient présents lors de la campagne militaire en Kabylie et qui ont été impressionnés par son courage. Lala Fatma, elle était connue également pour sa piété. Il dit qu'elle passait ses nuits en prière et s'occupait aussi des nécessiteux et présidait des cérémonies religieuses. Et en fait, cette dimension religieuse, elle renforce son aura et sa position de chef spirituel, à un point que les Français la dépeignent même comme une prophétesse, une sorte d'idole. On la retrouve aussi également dans des chants et poèmes traditionnels kabyles où on fait l'éloge de son courage. Mais néanmoins, Lala Fatma Soumer, elle est quand même absente de la mémoire collective kabyle, encore à ce jour d'ailleurs, et c'est quand même près d'un demi-siècle plus tard, donc aux alentours de 1990, à peu près, que grâce aux travaux des féministes algériennes, elle retrouve sa place dans la mémoire collective kabyle et algérienne, et cela sera consacré par le transfert de ses restes au cimetière de El Alia à Alger, donc en 1995, ouais c'est ça. Et donc le cimetière de El Alia, en fait c'est le cimetière où sont enterrés les héros nationaux algériens, c'est un peu l'équivalent du Panthéon quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode 4 de Ezoran, j'espère qu'il vous aura plu. J'avais vraiment à cœur de mettre en avant ces femmes amazirs qui sont pour l'une très peu connues et pour l'autre connues mais empreintes de mystère et de raccourcis parfois. Donc, mais néanmoins, ces deux figures elles ont quand même une place importante dans la construction de l'identité amazigh kabyle et sa mémoire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute ou les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode où on abordera une partie de l'artisanat kabyle. Tan Merthenoued.